Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de PL Club, votre émission centrée sur le foot anglais. Comme tous les jeudis, nous allons préfacer les rencontres du week-end prochain. Ce sera la 12e journée de Première Ligue, la dernière avant une nouvelle trêve internationale. Et à mes côtés, Philippe Damant. Tout va bien, Philippe? Très bien. Salut Julien. Salut Philippe. Et puis avec nous aussi à distance, mais toujours très concerné évidemment par l'actualité du football anglais, Christian Skakels, qui va une nouvelle fois nous éclairer sur les qualités, les faiblesses des équipes en question et pourquoi pas nous expliquer ce qui pourrait se passer sur les terrains le week-end prochain. Salut Christian. Bonsoir messieurs. Alors, on a vécu le week-end dernier, les amis, je vais dire une journée extrêmement particulière, avec des matchs, des scénarios tout à fait improbables. On s'est bien amusé, finalement, si l'on peut dire, sur les terrains anglais. À part les fans de Tottenham, qui n'ont pas dû trop s'amuser lundi soir, mais c'est vrai qu'on a vu un match vraiment spectaculaire, avec tout ce qu'on peut attendre d'un match de foot, des exclusions, des buts, des décisions arbitrales contestables. Le week-end aussi, il y en a eu, évidemment. Exactement. Julien, oui, c'est les relégables du moment, ce sont les arbitres, une équipe d'arbitres, le VAR avec d'ailleurs. C'est dommage pour une telle compétition d'un tel niveau. Il faut essayer d'élever un petit peu le niveau. C'est vrai qu'on a vu des choses un petit peu particulières. Allez, on va aborder deux rencontres du week-end prochain, mais avant cela, comme d'habitude, les plus beaux buts du week-end dernier. Regardez. Antonio. Kudus! Oh, spectacular! What a dazzling goal from Mohamed Kudus! Pelistri, Bruno Fernandes, beautifully done! Bruno Fernandes on his 200th appearance for Manchester United. Doku with support, and Rodri is there, and Doku keeps going! That's a lovely finish. As well, the check back, Toffolo in support for him. It's Aina coming onto it. Oh, it's a magnificent goal. Nottingham Forest lead inside the opening 5 minutes. This could be a big moment for Sheffield United. Wolves have got players back, but it's in! Oh, that is some strike! And Burmo, back to Jensen. Lovely curl on that! Oh, what a goal! It's Collins! Hamer stepped into defensive duty though at the moment. Here's Bellegarde to turn! It's a brilliant strike! Back in the team. 30 buts, pile poil, pour cette 11e journée. Une moyenne de 3 buts par match, je vais dire qu'on est dans la norme, plus ou moins. Mais la plupart de ces buts et de ces matchs ont eu un impact important sur le classement. On a vraiment vécu une journée importante, au-delà des faits de match. Oui, puisque City a repris la tête. Alors, est-ce que c'est la dernière fois qu'il y a un changement de leader? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, eux, ils continuent sur leur lancée, malgré les 2 défaites de suite. Puis de l'autre côté, on fait un peu du surplace Arsenal, dans des circonstances particulières. Liverpool aussi, ça c'est plus surprenant quand même, de perdre. Ils ont failli perdre 3 points aussi, quand même, dans ce déplacement. Voilà, les choses sont peut-être en train de se mettre en place. Et puis il y a un renouveau avec Manchester United, enfin... Pas en Ligue des Champions. Non, pas en Ligue des Champions. C'est un nouveau assez particulier. Et puis ça Chelsea, peut être aussi une fin de chapitre aussi à Man United. Peut-être. Allez, voici à présent les faits marquants du week-end dernier. Manchester City, donc, effectivement, a retrouvé la première place, non seulement au classement général, mais aussi au classement des meilleures attaques. Tottenham, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Brighton, toutes ces équipes ont perdu des points le week-end dernier. Burnley a perdu ses 6 premiers matchs de la saison à domicile. C'est un triste record pour l'équipe de Vincent Kompany. Et à l'inverse, évidemment, week-end extraordinaire pour Jérémy Doku qui a marqué 1 but et donné 4 passes décisives avec Manchester City. Et puis un mot aussi quand même, parce que c'est important, sur le dernier match du week-end, c'était lundi. Tottenham, le leader, accueillait Chelsea. Et le leader s'est pris les pieds dans le tapis. Écoutez Philippe, c'est pas moi qu'il faut le dire, je l'avais annoncé déjà, bon je pense dans le PL Club et dans l'Europe des 11 lundi, je sentais que Chelsea, après la contre-performance contre Brentford à domicile, je sentais qu'il y avait eu quelque chose de bon en première mi-temps et qu'ils avaient quelque chose à donner, donc la revanche, bon après avec des circonstances favorables, même des
des choix du côté de Tottenham, des interventions parfois très rugueuses, là où ils menaient 1-0, où ce n'était pas forcément nécessaire. Donc des faits de match et des faits de jeu. C'est vrai, défaite 1-4 donc de Tottenham, des buts annulés, des rouges, des blessures, celle de Maddison c'est important notamment, et donc une équipe de Tottenham qui se retrouve à un moment donné à 9 contre 10 à partir de la 55e minute. Christian, vous aviez été un peu interpellé, je vais dire, par l'attitude des Spurs, l'attitude tactique, dès lors notamment qu'ils se sont retrouvés à 10 et puis à 9. Ça a commencé donc après l'exclusion de Romero, où là il y a eu d'ailleurs qui est monté Holzbourg qui est venu dans la défense centrale, et puis ils ont décidé de jouer. Regardez, alors c'est pas Chelsea qui est en train de défendre, c'est Tottenham, et ils ont décidé de jouer avec cette ligne défensive très proche de la ligne médiane. Je pense qu'on n'a plus vu ça depuis l'équipe nationale belge qui a joué en finale contre l'Allemagne, je crois que c'était en 1980, où ils jouaient leur jeu aussi haut. Il n'y a plus personne qui fait ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des possibilités d'aller dans le dos de la défense, de venir de la deuxième ligne. Regardez ce qui se passe ici. Je ne sais pas quelle était la motivation, quelle était l'intention de l'entraîneur ou des joueurs de faire ça, mais en tout cas, ils ont vraiment ouvert la porte à Chelsea pour gagner ce match aussi facilement. On se demande si c'est l'entraîneur qui a demandé ça ou si c'est une attitude spontanée des joueurs. C'est ça. Il l'a assumé. C'est vrai que Postecoglou, on ne le voit quasiment jamais coacher pendant les matchs. Hein. Mais oui, c'est ça en fait. À part le carton jaune qu'il a eu le long de la touche, et c'est un fait vraiment exceptionnel de sa part. On le voit très rarement faire des signes de la main, discuter avec un adjoint à côté de lui pour replacer son équipe. Je pense qu'il est là, je pense qu'il doit être un peu plus de la vieille école, et donc il est plus sur son feeling. Mais ce qu'il a fait là, moi j'ai vraiment l'impression quand j'ai vu ça, et les abonnés étaient d'accord avec moi sur Discord quand on regardait ça en direct, on s'est posé la question de savoir si on n'avait pas fait un bond de 30 ans en arrière par rapport à une gestion défensive et sans réaction. Alors oui, je pense qu'il avait tous les éléments de son côté, parce qu'être à 9 contre 11 dans un match aussi important, bien oui, perdre, c'est pas grave. Mais perdre de cette manière, c'était vraiment dire, OK, on accepte de ne pas prendre les 3 points cette fois-ci. Mais c'était tellement facile, alors que Chelsea n'était même pas dangereux. Chelsea n'était même pas vraiment apte à pouvoir marquer des goals facilement. Mais là, ils leur ont vraiment facilité la tâche. 30 ans en arrière, vous n'étiez pas né encore. Non, si, j'ai 40 ans. Petite réflexion à propos de Ange Postecoglou. Il a remporté les 2 titres d'entraîneur du mois consécutivement. Oui. Et déjà, le premier mois, j'étais un peu surpris parce qu'il y avait eu cette fameuse victoire face à Sheffield à la 97e minute de jeu. Ils étaient menés à la 75e. Donc, si vraiment c'est un prix qui est décerné au meilleur coach... Bon, là, c'était une victoire vraiment avec beaucoup de réussite. Je rappelle, sur les 4 dernières rencontres, il gagnait 3 fois sur du +1, à Luton, par exemple. Donc, donner un titre de meilleur entraîneur, je trouve que ça, parfois, c'est un peu du vent, parce qu'il n'est peut-être pas le meilleur entraîneur. Alors, c'est bien, c'était la bonne période de Tottenham qui mettait, je rappelle, Maddison en meilleur joueur et Son en meilleur joueur. Donc, ils avaient tout gagné. Je pense que les prochains titres, meilleur coach et meilleur joueur, ça ne sera pas pour quelqu'un de Tottenham. Ça, je suis prêt à l'assurer. Ce n'est que la première défaite de Tottenham aussi, maintenant. Oui, mais c'est une défaite significative dans un derby à domicile sur un score assez large, et avec ce que Christian souligne, c'est des choix... De la naïveté ? Un petit peu, oui, quand même. Hein. Même si ça aurait pu tourner autrement, puisqu'il y a un but à 12 minutes de jeu, s'il n'est pas hors jeu, Son, à 2-0, peut-être c'est complètement différent. Ils ont égalisé, il était hors jeu aussi d'ailleurs. Ça peut être différent aussi à ce moment-là, mais voilà, c'est 3 points perdus à domicile. Puis il faut dire aussi que dans le dernier quart d'heure, ils ont encore 3 occasions de faire 2-2. Oui, tout à fait. Les Spurs. Bien, en tout cas, c'était un match absolument incroyable. On passe à présent au week-end prochain et au match qui opposera samedi Arsenal à Burnley. Arsenal-Burnley samedi à 16h. 20 points d'écart entre les deux équipes. A priori, une après-midi quand même assez tranquille pour les Gunners. Des Gunners qui ont battu Séville hier en Ligue des Champions avec un but de Trossard, mais qui ont été battus aussi à Newcastle samedi dernier. Dans un match également complètement fou.
Oui, mais surtout pas très intéressant sur le plan offensif. On a vu très peu de choses. C'était annoncé, Christian l'avait dit, ça allait être de mise en place défensive très, très rigoureuse. Donc on n'a pas vu grand-chose dans ce match, à part évidemment ce but très particulier. Voilà. Mais je suis un peu déçu par Arsenal qui n'a vraiment rien montré sur le plan offensif dans ce match. Ils auraient pu revendiquer le nul, mais franchement pas plus. Cela dit, c'est une équipe difficile à jouer au niveau physique, au niveau défensif, Newcastle. Alors, avant de parler de Newcastle, Philippe, si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Philippe Daman, par rapport à Arsenal, leur dernier déplacement compliqué, c'était à Chelsea, où là aussi, première mi-temps, il n'y avait eu absolument rien de bien à tirer. Et là aussi, je trouve qu'offensivement, il n'y a pas grand-chose de bien à retirer. Donc, c'est quand même un peu inquiétant. Et là, on se demande quand même encore toujours comment ce but a été validé. On se demande aussi pourquoi Havertz n'a pas été exclu. Ça, c'est vrai aussi. Donc, vous savez... Et Guimarães. Enfin, moi, j'ai écouté c'est pas faute de l'avoir dit. Guimarães aussi, c'est vrai, mais j'ai écouté les commentateurs anglais à propos du but. Il y en a quand même beaucoup qui disaient on ne peut pas certifier que le ballon est sorti. La faute, c'est un peu léger pour aller à contre. C'est eux qui le disent. Chacun a son avis. Leur jeu, il n'y en a pas. Donc, voilà. OK. Christian, c'est difficile de tirer des conclusions de ce match qui a été tellement impacté, je vais dire, par des faits très particuliers. Mais vous l'aviez dit la semaine dernière, c'est l'aspect défensif qui a prévalu. Oui, on avait évoqué en fait cet aspect défensif et cette mise en place. Ils ont résolu le problème de début de saison, c'est-à-dire le nombre de buts incroyables encaissés sur des transitions rapides. Et là, en fait, c'est un peu au détriment de leur jeu chatoyant de la saison passée sur jeu dominant placé, où, je le rappelle, ils avaient marqué 56 buts, ils étaient les meilleurs dans ce domaine. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a moins d'efficacité de plein jeu, mais par contre, on voit qu'il y a un travail de fond sur les phases arrêtées, puisqu'ils ont marqué pratiquement 50% de leurs buts comme ça. Et on l'a encore vu hier dans la victoire contre Séville, le deuxième but qui est une rentrée en touche qui part de leur camp, on voit vraiment que c'est travaillé, et donc il y a cette compensation où aujourd'hui ils sont moins forts sur le jeu dominant placé, mais ils sont plus forts sur phase arrêtée. Par contre, ils résolvent les problèmes défensifs. Donc on va voir en fait dans les prochaines semaines s'ils peuvent compenser ce manque dans le jeu offensif. Et face à Burnley, donc le week-end prochain, Arsenal qui a quand même une belle occasion de se ressaisir ce week-end. Arsenal qui est désormais 4e, et face aux Gunners ce samedi, il y aura cette équipe de Burnley dont le bilan est quand même assez catastrophique, notamment à domicile. 6 défaites d'affilée, c'est le moins bon bilan de l'histoire du foot anglais. Oui, et puis beaucoup de buts encaissés aussi à domicile. Alors, ils sont un peu meilleurs en déplacement, mais c'est quand même pas terrible non plus. Et la seule victoire qu'ils ont eue, c'était en déplacement à Luton. Victoire un petit peu miraculeuse, parce que logiquement, ça aurait dû être un match nul. Il y a le but de 1 qui est tombé juste après l'égalisation de Luton, mais c'est Luton qui domine l'entièreté de la deuxième mi-temps. Donc 4 points sur 33. Ouais, et beaucoup d'erreurs quand même individuelles, souvent des buts répétitifs avec une perte de balle au milieu de leur partie de terrain, et puis ça va en 2 passes, ça termine dedans. Je ferai attention à Arsenal quand même, l'excès de confiance, ils en ont mis 5 à Sheffield, la dernière rencontre à domicile en Premier League. Un match européen dans les jambes. Un match européen dans les jambes, accueillir Burnley, ils vont peut-être se dire c'est une formalité comme vous veniez de le dire, donc attention, c'est quand même un match qui se joue, et vous le disiez, Burnley est peut-être plus à l'aise en déplacement. Peut-être, on verra s'il y a confirmation. Le bilan défensif de Burnley est dramatique, on l'a dit. C'est quoi les chiffres, Christian ? Les chiffres sont dramatiques, et au-delà des chiffres, il y a l'idée et l'intention que Vincent Kompany essaye de mettre dans ce club. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il a des stats défensifs, ils sont les stats d'une équipe qui joue le top 3 ou le top 4 en Premier League. C'est-à-dire, je m'explique, donc vous voyez, il encaisse très peu proportionnellement sur du jeu dominant placé, donc ça veut dire en fait qu'il a envie de faire le jeu, et on le verra plus tard, la corrélation avec le jeu offensif. Mais regardez, il y a 5 buts encaissés sur du jeu placé vers rapide et 9 buts sur reconversion rapide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas lui qui utilise la reconversion rapide, c'est l'arme pour le contrer. Donc aujourd'hui, dans sa tête, et donc on l'a vu aussi à travers l'émission avec Julien, avec My Premier League, où on a quand même l'adjoint qui vient nous expliquer comment ça se passe, il y a vraiment une intention de s'imposer dans le camp adversaire et d'avoir un momentum sur 90 minutes. Or, le momentum chez eux, on va le voir, il dure 20 minutes et puis après, ça explose.
on ne peut pas avoir une conception de jeu quand on est une équipe qui vient de Championship où on joue la tête et de penser qu'on va pouvoir créer la même chose en Première Ligue. Regardez, le week-end passé, ils sont de nouveau punis 2 fois. C'est chaque fois une erreur individuelle, c'est une mauvaise relance parce qu'en fait, ils veulent le faire tellement proprement et il a tellement une conception de jeu qu'à un certain moment, ça va à l'encontre de ce que représente la compétition. Et je pense en fait qu'il s'invente une histoire dans la tête pour croire que ça va fonctionner. Ça ne va jamais fonctionner, c'est impossible. Il faut d'abord une mise en place défensive, puis après il faut marquer des buts sur reconversion rapide, et puis seulement après, quand tout va bien, qu'on est 10e, 11e, 12e, on peut commencer à imposer un jeu un peu plus dominant. Ok, mais on connaît Vincent Kompany, son amour du beau jeu. La question donc que sous-entend Christian, les Clarettes ont-ils les qualités suffisantes pour cela ? En tout cas, visiblement, pour l'instant, pas. Non. Donc, ils ont quand même pas mal transféré aussi, mais ça n'apporte pas vraiment de modifications. Et je pense que Christian a tout dit. À partir du moment où le plan tactique du coach et de l'équipe est aussi audacieux, sans avoir les moyens, il le paye à chaque match, et surtout à domicile. Parce qu'à domicile, ils ont encore plus tendance à faire ça. Et c'est chaque fois sur des contres qu'ils se font avoir. Ça, c'est quand même... Alors, Arsenal, cette saison, c'est un peu leur force, les reconversions rapides. Je pense qu'ils ont intérêt à faire attention. Pour suivre l'équipe de près, je trouve vraiment de plus en plus que c'est une équipe de U18 dans un championnat professionnel. Je trouve que c'était les meilleurs de loin en Championship. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. On voit qu'il y a des bonnes individualités, mais il y a une erreur grossière individuelle par match et à chaque fois, c'est goal pour l'adversaire. Christian, au niveau offensif, je vais dire le bilan de Burnley corrobore alors ce que l'on vient de dire au niveau offensif. Exactement, Philippe. On voit que la confirmation de ce qui se passe défensivement est le fruit de la volonté offensive. On va le voir sur l'infographie. Pour une équipe qui a envie de faire le jeu, qui a envie d'être dominante et qui a marqué que 8 buts sur toute une saison, c'est vraiment très peu. Et regardez, sur ces 8 buts, il y en a 6 où ils ont pris l'avance. Donc, ils ont dans 5 matchs, puisqu'ils ont pris 2 fois l'avance contre Luton, la seule victoire, ils ont pris 4 points seulement depuis le début de la saison. Et vous voyez les 5 matchs où ils ont marqué les premiers. Donc, une équipe qui marque les premiers, qui marque sur un jeu dominant placé, ça veut dire en fait que dans 5 matchs sur 11, pratiquement 50% du temps, c'est comme s'ils avaient commencé le match avec un but d'avance, puisque c'est la volonté. Sauf qu'à la fin du match, comme disait justement Floribert dans My Premier League, le momentum, ça passe très très vite. Ils veulent le momentum sur 90 minutes, 95, voire 100 parfois, mais c'est pas possible. Ce qu'on voit là, des buts comme ça qui sont des constructions de derrière, qui vont jusqu'au bout, comme ce magnifique but contre Chelsea, ok, mais la probabilité de faire ça continuellement dans un championnat où il y a 38 matchs, mais c'est totalement impossible. Les équipes du top ne savent pas le faire. Manchester City a marqué 19 buts sur reconversion rapide la saison passée. Alors imaginez une équipe comme Burnley et qui a, je ne sais pas, ils ont le syndrome de la Championship où ils pensent qu'ils vont pouvoir continuer dans le même système, mais ça ne se passe pas comme ça. Prendre l'avance, c'est bien, mais prendre des points, c'est mieux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Vincent Kompany ? Moi, je ne m'inquiéterai pas. Je pense qu'il est à la tête du club. C'est quand même un personnage. Je pense qu'on lui fait confiance et quitte à redescendre. De toute façon, on l'a vu sur les dernières saisons, ça fait l'ascenseur. En général, 2 des 3 montants redescendent où on n'est pas loin. Je pense que je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'ils vont aller avec lui jusqu'au bout. Burnley, c'est quand même une équipe un peu différente. C'était plusieurs saisons d'affilée Non, je dis de manière générale, les promus redescendent régulièrement en ce moment. Sur les 8 dernières saisons. Pas l'année passée, les 3 sont maintenus. J'ai l'impression que cette année, ça va être un peu l'inverse. Enfin, ça risque d'être l'inverse. Ça va être difficile, on verra ce que ça va donner dans ce match entre Arsenal et Burnley. Place à présent à la grosse affiche du week-end. Chelsea-Manchester City. Chelsea have spent over £1 billion. If that's the best team, what's the best they can hope for? Pressure here. When the noise is at its loudest. There is no stopping it. This is football from a different planet. Block it out. That's what Chelsea can do when they're in the mood. Manchester City, too good, sensational. A chance to show what this club is capable of. Chelsea City dimanche à 17h30 et même si Chelsea est désormais au cœur du classement, ça reste quand même un match au sommet et un déplacement dont les Citizens doivent se méfier, Philippe.
Certainement, oui, puisque Chelsea reste sur un momentum. Justement, ils en ont eu très peu cette saison. Maintenant, ils sont en problème à domicile depuis le début de l'année. Ça ne fonctionne pas. Ils ont gagné 2 matchs, je crois, à domicile depuis le début. Un seul, hein. Le seul, depuis face février, à Luton, je pense. Face à Luton. Peut-être depuis février. Cette saison, c'est face à Luton 3-0. Mais bon, Luton n'était pas encore dans la course. Et ça reste City. Et City qui est en train de montrer que la sauce prend et que les nouveaux... En parlant de Doku par exemple, il s'intègre. Alvarez est devenu un titulaire indiscutable. Donc ils peuvent se permettre de perdre Gundogan, de perdre De Bruyne sur blessure. Et ça reste une équipe dominante. Elle le montre à chaque fois, y compris en Ligue des Champions. Il y a eu 2 matchs où ils ont perdu, c'est vrai. Je pense que c'est anecdotique en fait. Christian, Chelsea, lundi dernier, s'est imposé donc dans le dernier quart d'heure face à Tottenham. On en a déjà parlé en début d'émission. Grâce à 3 buts de Jackson. On va dire que c'était sa soirée, en fait. Hein. Oui, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié parce que quand il était dans le système avec Emery à la Villarreal, c'était exactement les choix de l'entraîneur qui faisaient qu'il marquait autant de buts. Donc il y avait cette mise en place avec un bloc équipe qui est très bas. Et donc sur l'ensemble de ses buts, il n'a marqué que des buts qui venaient de l'axe, passage par l'axe. Et voilà un peu dans ce style-là où il faut aller dans le dos de la défense, avoir de l'espace et se retrouver en face à face. Alors ici, il y a un travail préparatoire de la part de Sterling qui fait qu'il y a ici, et puis c'est les circonstances aussi de Chelsea, mais ce genre de but qu'il a marqué, c'est exactement les buts qu'il marquait avec la Villarreal. Et c'est là où on peut se poser des questions, et on l'a fait en préparation aussi avec Serge pour le match et avec Julien. On me posait la question de se dire, mais est-ce que c'est approprié au style de Chelsea ? Mais non, pas du tout. Le style de Chelsea, normalement, c'est de passer par les flancs, c'est de jouer un jeu dominant placé, et c'est pour ça qu'il a quand même beaucoup de maladresse. Là, évidemment, maintenant, si Chelsea a besoin dans des matchs du top d'avoir une alternative, il est le joueur qui va pouvoir s'imposer. Mais dans le jeu de base, sur l'ensemble d'une saison, c'est pas quelqu'un qui devrait être titulaire par rapport au modèle de jeu. Mais ça fait du bien de marquer 3 buts, un hat-trick, c'est toujours très bien pour la confiance. Chelsea qui n'a que la 10e attaque de Première Ligue. Malgré les sommes colossales dépensées, Julien, oui. c'est dommage. Hein. Je veux faire une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a eu le discours du roi au Parlement anglais, c'était mardi, et il a quand même rappelé qu'il y aura un régulateur indépendant pour la Première Ligue. C'est une bonne nouvelle pour tenter de réguler, et c'est dire comme il y a du laisser-aller parmi la Première Ligue. On se souvient que ça avait fait beaucoup de bruit, notamment quand ils ont accepté Newcastle, parce qu'on leur disait mais c'est l'Arabie Saoudite, et ils ont dit non, si on découvre que l'Arabie Saoudite est derrière, on va les exclure. Il n'en est rien. Donc voilà, ça y est, le roi quand même, c'est pas n'importe qui dit il y aura un régulateur indépendant pour contrôler la Première Ligue, qui essaye déjà de trouver des manœuvres, mais logiquement c'est en bonne voie pour à partir du 1er janvier, mais ça devrait être mis en place pour mai-juin prochain. Mais pour en revenir aux sportifs, ça reste trop peu, offensivement. Ouais, surtout qu'ils en ont mis 4 lundi, donc voilà. 10e attaque après un match où on gagne 4-1, donc c'est très très inquiétant avec l'investissement qu'on a fait. Est-ce que la sauce prend avec Pochettino ? C'est difficile à dire aussi. En tout cas, ils doivent commencer à gagner à domicile. C'est bien d'aller gagner à Tottenham. C'était un match très particulier. Ils auraient pu le perdre aussi. Encore une fois, c'est 2-0 après 12 minutes. On ne sait pas ce qui peut se passer dans ce match-là. Là, ils doivent gagner à domicile. Pas de chance, c'est Manchester City. Oui, effectivement. Ça va être compliqué. Au niveau défensif, maintenant, Christian, Chelsea contre Tottenham, c'était très, très perfectible, malgré la victoire. Si Chelsea joue comme ça contre City, ça risque de faire mal quand même. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Peut-être que, comme il y a quand même un passage par les flancs des deux équipes, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer, que ça va être un peu plus disputé qu'on le pense, mais ça va être compliqué. Quand on a vu les transitions, regardez, il y a eu une passe, il y a eu les 2 lignes qui ont été éliminées, et là, il y a simplement un... Bon, alors c'est vrai qu'il y a une circonstance favorable parce que le ballon est dévié, enfin, ils se retrouvent quand même trop facilement acculés devant leur but. Là aussi, il y a eu une passe de transition, une balle qui vient sur le flanc, le centre, là, comme disait Philippe, si c'est 2-0, le but, il est magnifique et ils doivent courir vers leur but. Et ils se sont en fait retrouvés en difficulté malgré la supériorité numérique. Là, sur une phase arrêtée, il y a, normalement, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Finalement, ça va être aussi 5 cm
refusé pour hors-jeu. Et il y a encore la tête de Betancourt dans le petit rectangle. Et encore cette action en transition où Son avait l'habitude de marquer beaucoup plus facilement que ça. C'est quand même, malgré tout, encore très fébrile et il faudra quand même s'améliorer pour pouvoir revendiquer quelque chose dans cette première ligue. Oui, parce que les dernières actions que vous avez montrées là, ils sont à 11 contre 9. Ouais. Ça en dit long sur la gestion de la situation. Alors, on peut reprocher à Tottenham d'avoir voulu jouer trop haut, même à 10 contre 11 et après à 9 contre 11. Mais en soi, ils auraient pu très bien égaliser et sortir un point de ce match. Ça aurait été miraculeux, mais on aurait encore souligné la capacité de Chelsea de gérer la situation. Soyons optimistes. Les Blues ont quand même fait un très bon début de match. J'y reviens face à Arsenal. Très bon début de match, même première mi-temps face à Brentford. On peut peut-être espérer qu'ils fassent une bonne première mi-temps. Et puis, qui sait, si leur score est pour eux, ils ont un petit peu de mal à ouvrir le score en ce moment. Mais espérons-le. Comme le disait Philippe, c'est City qui se rend donc à Stamford Bridge. City, grand bénéficiaire du week-end dernier. City est à nouveau en tête. City à nouveau la meilleure attaque. City a battu cette semaine les Young Boys mardi en Ligue des Champions 3-0. Haaland a marqué 2 fois alors qu'il était sorti blessé le week-end dernier contre Bournemouth et qu'on était inquiet. Tout baigne, en fait. Il n'était pas trop inquiet, Guardiola. À la fin du match, il a sorti par précaution. De toute façon, voilà, ils avaient de quoi respirer déjà dans cette rencontre. Je pense que c'est une équipe qui est en train de montrer qu'elle est clairement candidate au titre. Et franchement, moi, je ne vois pas qui peut s'opposer à eux pour l'instant. Non, s'opposer à eux, non. Et je reste quand même convaincu que derrière, c'est jouable pour les adversaires. Maintenant, il faut bien jouer les coups, ça c'est sûr. Christian, en l'absence de Bruyne, c'est évidemment un autre Belge qui cartonne pour l'instant du côté de City, Jérémy Doku. 1 but et 4 assists le week-end dernier. Ça fait 5 assists quand même depuis le début de la saison. Il impressionne quand même si tout n'est pas parfait. Mais c'est un bon management de la part de Guardiola. Quand il a vu que Foden commençait à s'enflammer, il lui a mis Mahrez dans les pieds et donc l'autre a commencé à devoir sortir un peu plus et être plus performant et il le fait très bien d'ailleurs. Et ici, c'est la même chose. Grealish, on le voit quand même, on parle quand même plus souvent de lui pour les fêtes et tout ce qu'il fait et tous les réseaux sociaux plutôt que vraiment la grosse performance. Et il a eu Doku dans les pattes et lui, il en profite. Et chaque fois qu'il peut jouer, maintenant, on voit bien qu'il y a une intention de jeu où on essaye de passer par lui. Et donc, on le voit, il y a quand même 5 assists dans le casque le week-end dernier. Regardez, l'avantage maintenant, on croit qu'il est là pour venir secouer le flanc gauche, mais ce n'est pas toujours le cas parce que l'ensemble des assists qui sont donnés, il était sur le flanc droit. Alors, c'est vrai qu'il a donné un assist contre Brighton sur le flanc gauche. Ici, c'est une action de out vers in, donc c'est plutôt un passage par l'axe qu'un passage par le flanc gauche. Et puis, il a aussi ce ballon qui est donné de loin sur une construction très basse où il donne le ballon à Bernardo Silva. Voilà, on va le voir ici. Il fait un contrôle orienté, il s'ouvre et puis il a la passe longue. Donc, il a quand même un éventail qui est très large. Et voilà, c'est bien de pouvoir s'imposer dans une équipe comme ça, mais c'est aussi parce que l'adversaire en face est quand même très très faible et il faut voir. Moi, je veux voir dans des grands matchs, par exemple comme ce week-end contre Chelsea, quand avec 2 équipes qui passent par les flancs, je veux voir s'il va avoir 35 fois l'occasion de pouvoir dribbler son homme directement. Mais bon, en tout cas, il fait son travail dans les matchs qu'on demande. Donc pour lui, c'est très bien. Et c'est très bien parce que c'est un joueur belge aussi et ça nous fait plaisir. Il est, sur un petit nuage. On va dire quand même que c'est le coup de rein peut-être le plus dévastateur pour l'instant de la Première Ligue. Même si on l'a vu sur certains de ses assists et sur certains de ses buts, un petit peu de réussite. La réussite qu'il faut, je dirais. Pour en mettre 4 dans un match, il faut un peu de réussite quand même. Bon, il y a des 4 assists, c'est un tir dévié qui sort en fait. Donc voilà, mais tant mieux pour lui. De toute façon, c'est ce que Christian dit. Il profite de l'opportunité que Guardiola lui donne. Grealish, il faut le mettre sous pression aussi. C'est une équipe qui a besoin de pression parce qu'ils doivent tout gagner. Et donc, il joue un rôle essentiel, je pense. C'est pour ça que Guardiola l'adore aussi, parce qu'il est efficace et en plus, il
permet de dire aux autres, attention, si vous ne jouez pas à ce niveau-là, c'est lui qui jouera. C'est ça, il saisit sa chance. Exactement. Et ça, c'est tout profit pour un jeune joueur qui arrive dans un club pareil, d'immédiatement pouvoir montrer ses qualités. Cela dit, Christian, il y a encore l'une ou l'autre petite chose à soigner dans le jeu de Doku, notamment au niveau du positionnement ou du repositionnement défensif. Oui, il est dans une structure maintenant où il doit pratiquement uniquement s'occuper de l'aspect offensif et on le voit, il reçoit énormément de ballons et c'est chaque fois il part en provocation. Mais quand il va y avoir des matchs plus importants, des matchs du top, il va falloir aussi faire l'aspect défensif. Et là, voilà, il fait un mauvais contrôle, après le ballon part et alors il fait la remorque, c'est-à-dire qu'il court derrière le gars et le travail défensif n'est pas fait et ça se termine par un but. Contre Bournemouth, il y a le but qui est annulé sur hors-jeu. Il est aussi en train de faire la remorque et de courir derrière le gars. Et ici, c'est aussi pareil. Voilà, il revient, il fait la remorque. Ça y est, voilà, il court derrière, il ne fait pas vraiment l'effort. Il se dit, OK, les autres vont glisser. Et voilà, il y a un but exactement de la même manière. Donc, si les autres équipes commencent à scoter et savent qu'il y a moyen d'avoir une opportunité d'utiliser l'espace dans son dos, eh bien, il va être mis en défaut. Et a fortiori face aux équipes du top. Oui ou non? On espère que non. S'il commence en plus à bien défendre, c'est le meilleur joueur du monde. Mais effectivement, ouais, c'est une bonne analyse. Il y a quelque chose à faire. De toute façon, toute force devient à un moment une faiblesse, non? Oui, enfin, ça ne devrait pas normalement. Il faut pouvoir être dans une équipe comme Manchester City. Il n'y a pas la place pour non. Une faiblesse, une force qui devient une faiblesse. Non, mais comme dit Christian, logiquement, il y a des joueurs de qualité derrière pour a priori colmater les brèches. Mais non, bien sûr. Mais si dans un match important, il prend un ballon dans son dos et que City perd le match, on parlera de Doku d'une autre manière, évidemment. Mais on peut quand même compter sur Pep Guardiola pour justement gommer au fil des semaines. Ou mettre en place son équipe de sorte que lui n'ait peut-être un peu moins de travail défensif et de repassement. Si on analyse le jeu offensif de City, Christian, on peut dire quand même que voilà, c'est le top. C'est pas étonnant, évidemment, c'est le cas depuis plusieurs saisons. 28 buts marqués, c'est la meilleure attaque. C'est redevenu la meilleure attaque. Oui, ben voilà, enfin, je veux dire, le bilan va parler de lui-même. Cette équipe a marqué 14 buts sur jeu dominant placé, le jeu placé vers rapide aussi, donc ça fait 20 buts rien que dans le jeu dominant. Et grosse chose importante à souligner, c'est qu'ils n'ont eu besoin, pour être premier et meilleure attaque, que de marquer qu'un but sur transition rapide. Alors, l'année passée ou 2 ans avant, je vous aurais dit, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Je l'ai dit souvent pour Arsenal, pour pouvoir être performant. Mais quand on est aussi performant et qu'on a autant de possibilités et qu'on marque aussi des buts sur phase arrêtée, aujourd'hui, ils ont encore, je vais dire, ce domaine de la transition rapide qui est caché dans une poche et qui vont pouvoir sortir à un certain moment dans des grands matchs s'il le faut. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment au top de ce qu'on peut faire offensivement. Christian, selon toi, est-ce que le fait que De Bruyne n'est pas là, est-ce que ça peut jouer sur ce chiffre, on va dire, un peu plus faiblard de la transition rapide ? Oui, on en a déjà parlé la semaine passée ou la semaine précédente. Bien sûr, c'est évident que dans la première intention, le premier ballon où on va chercher De Bruyne, ça va mettre le ballon dans la profondeur pour Haaland, qui aussi dans ses qualités a la possibilité de marquer dans des face-à-face en allant dans le dos de la défense. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas de joueur qui a cette première intention de jeu, qu'on a vraiment envie d'aller chercher les flancs, et notamment pratiquement essentiellement le flanc gauche avec Doku. Mais c'est vrai que quand il va revenir, il va y avoir surtout des possibilités supplémentaires pour pouvoir faire marquer Haaland. Ça, c'est beau quand même quand les chiffres de Christian presque nous dessinent comment une équipe joue. C'est magnifique. Là, on voit quand même l'impact direct des joueurs et donc a fortiori du coach. Sans De Bruyne, effectivement, c'est impressionnant. Le jour où il sera là, une arme supplémentaire. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est la manière dont ils sont parvenus jusqu'à présent, en tout cas, à compenser cette absence. De Bruyne, c'est De Bruyne. C'est pas le 25e joueur du noyau. C'est clair. C'est Rodri qui a un peu repris son rôle. On l'a vu, quand il est suspendu, il perd 2 matchs. C'est pas anodin. Il a pris une importance différente dans l'équipe, je pense. Et il faut ajouter aussi qu'ils sont premiers, meilleure attaque et meilleure défense. Mais il l'était déjà. Difficile de faire mieux, en fait, malgré 2 défaites.
Effectivement, ça risque peut-être d'être compliqué pour Chelsea, mais en tout cas, ce serait une rencontre intéressante face aux Citizens. Et bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission et comme d'habitude, on va récapituler ensemble les rendez-vous du week-end prochain, cette journée de Premier League qui s'annonce une nouvelle fois intéressante avec Tottenham en déplacement à Wolverhampton, donc pour essayer de se reprendre les Spurs après leur défaite de lundi, Arsenal face à Burnley, on souhaite bonne chance à Vincent Kompany, Crystal Palace face à Everton qui est un petit peu remonté au classement. Hein. C'est un peu la rémission pour l'instant, ils auraient pu gagner le match la semaine dernière. C'est un bon match pour eux, je pense. Crystal Palace, il va falloir montrer quelque chose, mais c'est sans doute un bon test. Newcastle se déplacera à Bournemouth et puis dimanche, Goals of the Day avec vous. Dimanche, hein, pas samedi, on le précise. Il y a 14h45 prise d'antenne et ce sera Liverpool-Brentford, le match fil rouge. Et puis donc, le match au sommet entre Chelsea et Manchester City dimanche à partir de 17h20. Vous êtes sur quoi, Julien ? Je suis sur Newcastle en déplacement à Bournemouth. Ah, intéressant. Vous suivrez avec... Je vais reprendre toutes vos notes de samedi dernier. Je les ai avec moi, je vous les offre. Je prends. Avec plaisir. Christian, il y aura bien sûr, vous aurez un rendez-vous comme d'habitude sur l'application Discord. Ce sera le match au sommet de dimanche soir, j'imagine ? Oui, bien sûr, ça sera Chelsea-Manchester City. Alors, je tiens à signaler que ça marche encore de mieux en mieux Discord et on avait fait 2 matchs ce week-end et le match de lundi, par contre, on a eu beaucoup de gens, on a eu plus que 55 personnes qui étaient actives durant tout le match. On a passé les 300 abonnés sur Discord et on en avait au moins 12 ou 15 qui n'ont pas arrêté d'interagir pendant les 90 minutes. Donc ça commence à prendre et c'est très amusant. On a une bonne atmosphère, on rigole bien et on essaye de partager aussi les différentes informations. Je pense que c'est un concept qui prend bien. Le match de lundi, voilà, il y avait des choses à dire. Hein, donc c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup de conversations. Avec les événements, les conversations, puis il y avait les polémiques, donc c'était bien. Et puis entre ça, il y avait des questions qui étaient posées. Est-ce que Chelsea va être capable de marquer dans la dernière demi-heure ou pas, ou de revenir? Et donc on a fait un mix de tout et c'est vraiment bon enfant et c'est très bien comme ça. Et donc il y a de plus en plus de monde dans votre salon, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Dans la data room, regardez, il y a déjà un petit garçon qui pleure derrière. On va essayer de mettre les 299 autres à côté de ce petit gars pour le consoler. C'était un supporter de Tottenham, sans doute. Exactement. Ok, merci Christian. On vous retrouve évidemment ce week-end et puis la semaine prochaine. Merci Julien, merci Philippe aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Cela nous ferait plaisir. Passez une bonne semaine, un bon week-end foot et à très bientôt. Bye bye. Plongez-vous dans la 12e journée de Première Ligue ce week-end sur WhoSport World. Samedi dès 13h25, commencez par la rencontre entre Wolverhampton et Tottenham. Ensuite, à partir de 15h55, Arsenal accueille Burnley sur WhoSport World 1. Et en simultané, sur WhoSport World 3, vivez le déplacement d'Everton à Crystal Palace. Enfin, à 18h25, suivez Bournemouth Newcastle. Dimanche, dès 14h45, profitez d'un Super Sunday qui débute par le Goals of the Day avec Liverpool face à Brentford, la réception de Fulham à Aston Villa, mais aussi la rencontre entre Brighton et Sheffield United, sans oublier West Ham, Nottingham Forest. Et à partir de 17h20, en clôture de journée, vivez le choc entre Chelsea et Manchester City. Sans oublier le traditionnel rendez-vous du lundi avec l'Europe des 11 dès 18h. Bon week-end de foot anglais sur WhoSport World.